Imagine que tu peins un tableau si troublant, si viscéral, si brutalement honnête que la monarchie de ton pays tente depuis des siècles d'effacer son auteur de la carte. C'est exactement ce qui se cache derrière cette toile. Il y a des tableaux que l'on contemple. Et il y a des tableaux qui vous saisissent à la gorge. Celui-ci est de la seconde espèce. Nous sommes face au Dante et Virgile de William Adolphe Bouguereau. 1850, huile sur toile. 281 par 225 cm. Il est aujourd'hui accroché au musée d'Orsay à Paris, mais son histoire commence bien avant le cadre et va bien au-delà de ce que l'on voit au premier regard. Ce qui me fascine dans cette œuvre, ce n'est pas seulement ce qu'elle montre, c'est tout ce qu'elle dissimule. La bataille de siècles que renferme cette toile. L'obsession de toute une nation pour un poète florentin dont on avait fermé les portes pendant des siècles. Et un jeune peintre, à peine 24 ans, qui a décidé de tout peindre sans filtre. Aujourd'hui je vous raconte pourquoi ce tableau est bien plus qu'une scène de l'enfer de Dante. C'est l'aboutissement d'une rébellion esthétique. C'est le retour d'un proscrit. Et c'est, selon moi, l'une des leçons les plus puissantes que l'art du XIXe siècle nous ait laissé sur le pouvoir de la forme parfaite pour contenir l'horreur la plus absolue. Restez avec moi. Pour comprendre pourquoi ce tableau est si explosif, il faut remonter le temps. Jusqu'au XIVe siècle. Dante Alighieri. Florence, XIVe siècle. Un homme qui a écrit la Divine Comédie, l'un des textes les plus influents de l'histoire de l'Occident. Et pourtant, en France, pendant des siècles, ce nom fut pratiquement maudit. Non pour des raisons littéraires. Pour des raisons politiques. Regardez bien ceci. Dans le chant 20 du Purgatoire, Dante décoche ce qu'on ne peut appeler qu'un dard empoisonné contre la monarchie française. Il écrit que Hugues Capet, le fondateur de la dynastie qui gouvernait la France, n'était pas noble. Qu'il était, littéralement, le fils d'un boucher parisien. Figuiol fouillot d'un bécaillot, met-il dans la bouche de Capet lui-même. J'étais le fils d'un boucher. Pour les rois de France, c'était impardonnable. La Divine Comédie remettait en cause le droit divin de leur couronne. Ainsi, des Capétiens à François Ier, Dante fut un auteur gênant, ignoré, presque supprimé. Mais l'histoire recèle une ironie magnifique. Car plus on cherchait à le faire taire, plus le mythe grandissait. Et au XIXe siècle, après la Révolution française, alors qu'une nation entière cherchait de nouveaux repères moraux et esthétiques pour traverser son propre chaos historique, Dante ressurgit. On l'appelle le poète de l'époque. Son exil, son jugement moral sur le monde, son courage de nommer ce que les autres taisaient, tout cela résonne avec une puissance extraordinaire dans la France post-révolutionnaire de 1848. Le point de basculement arrive en 1816. Dans l'atelier du peintre Pierre Guérin, à Paris, deux jeunes artistes partagent modèles, débats et ambitions. L'un s'appelle Eugène Delacroix. L'autre, Ary Scheffer. Ces deux-là, avec toute une génération de peintres romantiques, vont faire de Dante l'emblème d'une nouvelle sensibilité esthétique française. Au salon de 1822, Delacroix présente la barque de Dante. Une toile sombre, furieuse, pleine de corps qui s'accrochent à l'embarcation tandis que les damnés tentent de la faire sombrer depuis l'eau. C'est le romantisme noir dans toute sa pureté. La critique se divise, les uns l'adorent, les autres sont scandalisés. Mais personne ne l'ignore. Scheffer, en revanche, cherche dans Dante la tendresse. Ses Paolo et Francesca sont mélancoliques, presque doux. Les amants maudits éternellement unis dans le tourment. Deux façons de lire le même texte. Deux façons d'utiliser l'art pour explorer l'âme humaine. Et puis, en 1850, arrive Bouguereau. Et il change tout. Regardez Virgile. Cette figure qui semble taillée dans l'ivoire, avec sa couronne de laurier, ses vêtements sombres, son regard dirigé loin du chaos. Bouguereau en fait quelque chose de plus qu'un personnage de poème. Virgile est ici l'allégorie de la raison humaine. Observez sa posture. Droit. Immobile. Tandis qu'à ses pieds se déchaîne une violence quasi animale, il demeure vertical comme une colonne. Son calme n'est pas de l'indifférence, c'est le calme de celui qui comprend parfaitement ce qu'il voit. Mais ne peut pas le résoudre. Car Virgile est païen. Il habite les limbes en vertu de sa nature pré-chrétienne. Il peut guider, il peut voir, il peut raisonner, mais il ne peut pas sauver.
Dans ses mains, Virgile n'est pas un simple compagnon. Il est la personnification de toutes les limites de l'intelligence humaine lorsqu'elle se heurte au mystère absolu du mal et du châtiment divin. Une sagesse sublime, mais insuffisante. Et maintenant regardez Dante. Quelle différence, n'est-ce pas? Cette grimace. Cet effroi sur son visage. Ses yeux grands ouverts qui ne peuvent pas ne pas voir ce qu'il voit. Bouguereau peint Dante comme l'homme ordinaire, le mortel vulnérable qui s'avance dans un lieu pour lequel aucun esprit humain n'est préparé. Sa tunique rouge le distingue comme le seul être vivant dans ce paysage d'ombre. Il est le sang parmi les morts. La présence parmi les absences. Et remarquez ce geste si simple mais si puissant. Dante se cramponne au bras de Virgile. De toutes ses forces. Comme quelqu'un qui craint que s'il lâche prise, l'abîme l'engloutisse. C'est la métaphore parfaite. L'humanité, dans ces moments de plus grande terreur et de confusion, cherche désespérément à s'accrocher à la raison. À la connaissance. À quelque chose qui ait un sens quand tout le reste s'effondre. Sa terreur est la nôtre. C'est là le génie de Bouguereau, dans le visage de Dante, il ne peint pas un personnage du XIVe siècle. Il nous peint. Et alors nous en arrivons à ceci. Ce combat brutal au centre du tableau qu'il est impossible d'ignorer. Ce sont Gianni Schicchi et Capocchio. Deux damnés de la 10e bolge du 8e cercle de l'enfer, les falsificateurs. Dans le chant XXX de la Divine Comédie, Dante décrit comment Schicchi, le grand imposteur, attaque l'alchimiste Capocchio en lui mordant le cou avec une férocité qui n'est plus humaine. Elle est animale. Et Bouguereau le peint exactement ainsi. Les muscles tendus. Les tendons qui vibrent. Les bras à des angles impossibles. Les dents enfoncées dans la chair. Ce qui est absolument magistral du point de vue technique, c'est que Bouguereau prend l'héritage de Géricault, cette expression de désespoir physique que l'on a vue dans le radeau de la Méduse, et la raffine jusqu'à la rendre presque photographique. L'horreur ici ne vient pas de la couleur agitée, comme chez Delacroix. Elle vient de la perfection de la forme torturée. Chaque muscle a un nom. Chaque posture a été étudiée. Et cela rend l'horreur bien plus réelle. Il y a quelque chose de profondément ironique et de beau dans l'arc complet de cette histoire. Dante commence comme un poète que les rois de France veulent effacer. Dont l'œuvre est qualifiée de barbarie gothique par Voltaire. Dont l'italien ne cadre pas avec la clarté élégante des salons des Lumières. Et il finit par être le symbole le plus puissant du 19e siècle français. Le génie solitaire, l'exilé qui juge le monde depuis une distance morale. L'artiste qui nomme ce que le pouvoir préfère taire. Bouguereau saisit cet arc complet dans un seul tableau. La raison limitée de Virgile. La terreur humaine de Dante. La brutalité juste et implacable du châtiment divin. Et il le fait avec une perfection technique qui transforme l'horreur en beauté. Qui fait de la souffrance éternelle une leçon d'esthétique. C'est le miracle de cette toile. Et toi, face à cet abîme, quelle figure choisis-tu? Le calme imperturbable de Virgile, qui comprend tout mais ne peut pas te sauver. Ou l'honnêteté terrible de Dante, qui ne comprend rien, qui a peur, mais qui regarde quand même. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce choix. Et je crois que c'est pour cela que ce tableau continue de nous parler, 175 ans après. Si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle porte sur la peinture et l'histoire de l'art, abonnez-vous à Chronica del Pincel. Chaque semaine nous entrons ensemble derrière la toile pour voir ce qu'il y a vraiment là. Et si vous connaissez quelqu'un qui soit passionné par l'art, partagez-lui cette vidéo. C'est la meilleure façon de faire grandir cette communauté. Rendez-vous au prochain épisode. En attendant, nous continuons à peindre.